Pourquoi Krypton en 2019? Ton rôle, il a évolué comment? Est-ce que tu vois le marché un peu se refaire et les assureurs être moins dépendants de courtiers? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je pense que là, il faut un peu plus de temps pour discuter. Faut que- Ouais. Salut Christophe. Salut Marc. On fait cette vidéo parce que ça fait 5 ans que Léo Care s'est financé avec Krypton et on a posé il y a quelques semaines des questions aux investisseurs via Krypton s'ils avaient des questions pour toi, pour le suivi de Léo Care, un peu des news et pas mal de petites questions sur l'actualité sur l'InsurTech. Et le but de cette vidéo, c'est d'y répondre et d'avoir un peu un échange aussi sur tes perspectives parce qu'autant en profiter sur l'assurance et sur le futur de l'assurance. Un Euh, discours vrai. Discours vrai. Déjà, quand on revient en 2019, pourquoi Krypton en 2019? Souvent, dans le monde des startups, on a l'impression que ceux qui font les bonnes affaires, c'est un peu toujours les mêmes personnes qui ont la chance d'être informées des bons tuyaux. Et quand on a créé LeoCare, on a vraiment voulu faire une vision sociale et Krypton répondait à la capacité pour 19 euros à l'époque de pouvoir être actionnaire et de rendre liquide. Et donc pour nous, Krypton, c'était exactement la réponse, de permettre à tout à chacun, et il n'y avait pas besoin d'être un spécialiste de la finance ni d'être dans les milieux compétents, pour accéder et au capital et de se dire qu'on pouvait gagner de l'argent et surtout la rendre liquide. Donc c'était vraiment les 3 points qui nous ont fait choisir ta plateforme. Et pourquoi il y a autant d'assureurs qui sont mutualistes en France? Parce que tu avais un peu ce côté mutualiste et c'était aussi une des raisons? On avait voulu être mutualiste digital. Ouais. Alors bien évidemment, ça n'existe pas. Euh, il y a un statut en France qui s'appelle Mutuelle 45, donc qui est un statut post-1945, et c'est propre à la France. Post-guerre, et c'est aussi ce qui fait le modèle français, il est peut-être le plus beau modèle en termes de protection en France. Et il est vrai que les mutualistes en France, et c'est particulier, hein, on doit être quelque chose à plus de 30% du marché, notamment du yard, détenu par les mutuelles. Alors, on ne va pas les citer, mais il y en a un grand nombre, que ce soit d'ailleurs dans l'assurance de biens, ce qu'on appelle le yard, ou aussi l'assurance mutuelle de santé. Et donc, ce taux de représentation est très particulier lié à la France et lié à notre histoire post-guerre et cette volonté sociale, collective qu'on connaît tous en France. Et en 2019, tu avais fait un seed avec notre plateforme. Qu'est-ce que ça a changé ce seed? Parce qu'à l'époque, c'était 213 000 euros. Donc, il y avait aussi ça a été complété par un tour en parallèle. Ouais. Et c'était quoi la suite après ce seed? Qu'est-ce que vous en avez fait de cet argent? On active notre premier client en juin 2018. Donc, on le fait avec notre argent, hein, avec l'argent de Noureddine Bekrar, l'autre fondateur, et moi. Donc, on sait qu'on fait souvent hein, avec son argent quand on démarre une société. On démontre finalement notre idée. On essaie le fameux MVP, on essaie de la matérialiser. Après, on avait fait un tour avec des business angels. Et là, on était dans une phase plutôt d'accélération business. Et grâce à cette levée de fonds, on a pu démontrer que ce qu'on avait mis en place avec un petit nombre de clients, répondait à la capacité on va pas dire de croissance, mais en tout cas d'accélérer l'acquisition client. Donc, on ne peut que remercier. À l'époque, il y avait eu 250, 270 personnes qui avaient souscrit Ouais. par le biais de Krypton. Et on a cherché à en faire à la fois, bien sûr, des investisseurs, mais aussi des clients, puisqu'à l'époque, si tu te souviens, on avait mis en place un code promo pour les inciter à devenir clients, et aussi ambassadeurs. Et donc, c'était ce triptyque investisseurs, clients et ambassadeurs qui nous intéressait aussi d'avoir choisi Krypton. Donc, avec cette levée, vous avez dépensé dans la dépense d'acquisition pour essayer d'accélérer. Et c'est vrai qu'une métrique intéressante pour les assureurs, c'est le LTV sur CAC, donc Long Term Values. Donc, c'est l'argent que rapporte en prime sur toute sa durée de vie un Un client client. sur le prêt d'acquisition. Et en fait, l'idée pour vous, c'était de se dire, bah, on a un bon LTV sur CAC, donc on dépense pour, on va dire, accélérer grâce à ça. Il y a deux choses. Il y a à la fois la vision financière. Et en tant que financier, je comprends que tu te focalises sur cette TV sur CAC qui est clé, hein, puisque on peut rappeler que LeoCare s'est créé, contrairement à beaucoup d'autres insurtech, en étant directement multiproduit. Beaucoup, à l'époque, on va dire avant 2022, ce qui est attendu d'une insurtech, c'est d'être ciblé sur un produit, d'être tout de suite multi-pays et voire même d'être sur toute la chaîne de valeur. Et Leocar avait choisi tout à l'envers, on peut le dire comme ça, d'être multi-produit, de ne pas aller tout de suite à l'étranger et plutôt de se focaliser sur la technologie, l'expérience client et le courtage. Donc c'est vrai que la LTV sur CAC, c'est un indicateur clé sur un plan purement financier,
Mais le deuxième aussi élément, c'est que quand on est au stade auquel on doit être aussi capable de montrer que son organisation, ses process dépassent 10 clients par jour. Et on s'est passé à 50, à 100, etc. Donc cet argent, en tout cas ce moment, il est à la fois financier dans son optimisation et il est, je dirais, opérationnel d'exploitation, de scalabilité par rapport aux technos et l'organisation qu'on avait mis en place à l'époque. Il y avait une question sur le cours du token, Leoker qui était, passé à 300, qui est redescendu à 100. Je vais essayer d'y répondre et tu complémenteras ma réponse. Le cours, c'est uniquement de l'offre et la demande. Donc, il y a des gens, il y a des acheteurs parfois, il y a des vendeurs parfois et c'est eux qui matérialisent le cours et qui dépend de plein de choses, dont le news flow, dont, la réalité du marché de l'InsurTech, dont les évolutions, du Leoker. Donc, aujourd'hui, il est autour de 100 € et ça semble logique par rapport, on va dire, au marché et à la Mondialement. remontée des taux. Hem, Toi, pour toi, quelles seraient, les évolutions, on va dire, court, moyen terme pour que les Wowker, on va dire, se revalorisent ou continue, on va dire, son expansion? Il faut rappeler qu'on était à 19 € hein, en entrée. Donc la dimension, sociale, pour lequel on s'est créé, qui était de permettre, à tout à chacun, sans être un spécialiste financier ou de la De bourse, participer. d'y accéder, de Oui. participer et de pouvoir ressortir. Et on n'a pas les statistiques. On aurait peut-être dû venir avec statistiques, mais en tout cas, je connais un certain nombre, plusieurs dizaines de personnes qui étaient satisfaites de cet investissement. On sait que jusqu'en 2022, par rapport au taux, globalement, le niveau de ce qui était recherché était très top line. Donc les valos étaient basés sur la capacité de croissance et ce qu'on était capable d'atteindre. Il y a eu, je pense, 2 choses. La première, ce sujet, financier mondial et on n'a pas décidé la remontée des taux ni, cet enjeu de risque associé. Et le deuxième, on y reviendra, il y avait aussi autour de le monde de l'insurtech un certain nombre de difficultés, d'acteurs en difficulté et que, on a à la fois subi ce qui se passe, globalement. Il suffit de suivre le cours de bourse, je crois, même, du Nasdaq et il y en a plus d'un qui ont plongé dans des ratios plus importants que 3 et de l'autre côté, des constats de défaillance, de concurrents sur le marché français. Les 2 réunis amènent un questionnement et quelque part, pour répondre à ta question, d'abord, c'est la viabilité et la longévité, de l'Eocare. Donc aujourd'hui, on le démontre. Le deuxième point, c'est sa capacité à aller vers la rentabilité, donc montrer quelque part, sa capacité à fonctionner, sans plus recours, au monde de la finance et le troisième, c'est aussi une vision et on y reviendra, il y a eu des questions sur l'assurance de demain. C'est les 3 qui démontrent, la capacité d'être l'acteur leader du marché et on en a parlé ensemble. Quand on regarde ce qui s'est passé dans le monde des télécoms, dans le monde de la vidéo on demand, dans le monde de la livraison, beaucoup d'acteurs au début, un marché qui s'agite, on arrive un peu à un espèce de plafond de verre là de la courbe en S, ça retombe un peu, il va y avoir on a vu déjà que des acteurs ont disparu, il va y avoir des consolidations, il ressortira un, 2 acteurs, c'est l'enjeu pour le Hocker d'être celui-là et retrouver la croissance et donc d'impacter la valorisation. Après Krypton, tu as fait une série A, une série B, si tu peux revenir un peu sur ces 2 tours et également sur, s'il y a un prochain tour ou quelle est la stratégie de financement à partir d'aujourd'hui? C'est vrai jusqu'en fin 21, début 22, pour les adeptes de LinkedIn, il y a à peu près, toutes les semaines, des montants qui étaient levés en plusieurs dizaines de millions d'euros, pour pas dire centaines de millions d'euros. Il suffit de regarder aujourd'hui, combien de fois on a vu plus de 100 millions d'euros dans l'année, même 24 ou 23. On sait tous qu'avec les 5 doigts de la main, ça suffit pour les identifier au moins sur le marché, français. Donc c'est vrai que, on était très top line. Léo Caire est un acteur qui faisait entre 10 et 12 000 nouveaux contrats par mois, hein, donc ça représente à peu près, 5 200 000, 5 300 000 de nouveaux contrats par mois, donc c'est quand même assez conséquent en termes de croissance et ça a été permis, parce qu'on a démontré des choses pendant l'année 21. C'est ce qui a permis de faire la levée de la série A et au moment, de la fin de l'année 21, là, on a été éclairé, dans les gens qui comptent pour les hookers. Il n'y a pas que les fondateurs, il n'y a pas que les salariés ou que les actionnaires. Il y a aussi des administrateurs indépendants que sont, Hugues Lebré, l'ancien, directeur général de Boursorama et aussi le patron un des fondateurs de Nickel et de l'autre côté, Didier Vallée qui était le numéro 2 de la l'ASG. Ce sont des 2 personnes clés. Je crois que je dois les embêter, plusieurs fois par semaine. Donc ils ont la gentillesse de décrocher, tout le temps. Merci à eux. Mais ils nous ont dit, c'était Hugues qui a dit: «Take the money on the table».
Alors que on sortait de là, tout le monde disait écoutez les gars, concentrez-vous. Et lui a dit non, les garçons, prenez l'argent, il est sur la table, faut y aller. Et c'est pour ça que peut-être contre nature, on a fait cette série B, alors qu'on n'avait pas besoin d'argent, clairement, bien évidemment, De en combien fin la de série B? 65 millions d'euros. On a fait la série B. Et après, il y avait de la dette, hein, il y avait 30 millions d'euros de dette qu'on n'a pas levée. Donc, en effet, la globalité, c'était 95, mais la réalité, au sens equity du terme, c'est 65 millions d'euros. Pour répondre à ta question, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le marché a changé. On était tous regardés par la top line et maintenant on nous regarde tous par la bottom line. Donc c'est la capacité, je veux dire comme toute société presque normale, de créer finalement de la rentabilité. Mais pour autant, c'est quand même tout ce que des sociétés technologiques, elles ont quand même besoin d'amorcer. Et quand on est en train de mettre en place une vision de l'assurance qui est à peu près celle d'un foyer, d'un usage à peu près similaire à Deezer ou Netflix, avec les biens, etc., ça nécessite encore des capacités de R&D. Et quand on voit tout ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, il y a quand même moyen de faire un bon usage d'une levée de fonds. Dans le contexte actuel, on a vraiment décidé de se dire, on va vers l'autonomie financière. On oublie, série C, ça arrivera peut-être un jour. En tout cas, ça ne fait pas partie aujourd'hui de nos discussions. On peut se dire qu'au mois de 2023, en 2023, on n'a pas eu beaucoup de mails de VC au niveau mondial. Ma boîte n'était pas saturée. On commence, on voit, ça revient des US, des pays du Moyen-Orient, même d'Asie, qui reviennent vers nous. Tiens, ça serait bien qu'on puisse faire une petite mise à jour, un update marché, etc. Donc, on sent un petit peu d'effervescence. Mais la stratégie de Léo Caire, elle est très claire. Autonomie financière qui va arriver vers Q2, Q3 2025. Et avec cette autonomie financière, on aura toute liberté de faire du revenu by financing pour finalement trouver les moyens de financer la croissance, donc la top line. Par la rentabilité, on peut aussi envisager de faire du LBO. Donc voilà. Mais pour le moment, pour répondre à la question, on est vraiment parti dans des mécanismes beaucoup plus, peut-être on va dire, traditionnels de PME que de se mettre uniquement dans une stratégie d'entreprise, comme on dit, start-up technologique, dont la nécessité ou la survie court à un moment par le passage de la levée. Et bah, c'est un peu lié à ces besoins de financement, mais il y avait à un moment une vision de devenir, assureur. Avant de te poser la question sur la suite, peut-être rappeler, c'est quoi les différentes, insurtech qui existent? Courtier, MGA et assureur. C'est quoi le rôle de chacun? Et voilà, est-ce que Léocard a toujours une vision de devenir assureur? Parce que si j'ai bien compris, ça nécessiterait une levée de fonds. Tu le sais mieux que moi. Ouais, c'est intéressant. Souvent, l'agent, agent AXA, agent Allianz, agent Maïf, enfin voilà, donc ça, c'est un agent qui, n'est pas propriétaire, de la clientèle. Elle appartient à la compagnie d'assurance et il est rémunéré finalement avec, ce qu'il fait, sur cette base de clients. Le courtier, lui, il est beaucoup plus indépendant, hein, en anglais le brokers, qui lui, est là pour avoir des clients. Ce sont ses propres clients et il va essayer de trouver, la bonne solution à son client. Et elle peut être un jour bleu, un jour vert, un jour. Ça dépend du besoin, du marché, etc. C'est vrai que le MGL, le fameux, alors en anglais, c'est Managing General Agent, C'est ce que vous êtes aujourd'hui? c'est ce qu'on est aujourd'hui, avec un statut oriacé de courtier. La différence, c'est qu'on est là à construire les produits, hein. Tout l'enjeu, c'est d'avoir quelque part une bonne compréhension des pain points clients, de comprendre ses difficultés et d'essayer de se dire, mais comment on y répond? Par l'expérience client, par la techno, par le produit, les garanties, l'actuariat, etc. Donc, être en situation de construire son produit, de l'assumer de bout en bout, de la distribution jusqu'à la gestion. C'est tout quand même que l'enjeu d'une assurance, c'est d'être présent au moment du sinistre, dans la réactivité, les photos, etc., etc., hein. Et le troisième acteur, on va rajouter le quatrième qui est le réassureur, mais le troisième acteur qui est ce qu'on appelle souvent, enfin on dit en anglais, le risk carrier, donc c'est vraiment celui qui porte le risque, c'est celui qui est un peu le banquier de la chaîne, hein, celui qui est capable de thésauriser et mettre l'argent de côté pour permettre d'ouvrir, entre guillemets, le chéquier au moment où on est confronté à un sinistre. Et puis, il y a quand même le quatrième acteur qui, lui, a souvent plutôt une vision très, très globale, très multi-continent, hein, souvent le réassureur. Donc, on est Munich Re, Suisse Re. En France, on a SCOR. On a aussi un acteur public qui est CCR, qui, lui, a une capacité plutôt d'assurer des risques particuliers, plutôt gros risques et plutôt mondiaux, qui fassent que normalement, quand il y a un ouragan côté US, on n'en a pas un aussi côté France, qui permet d'équilibrer et de gérer au mieux le risque. Donc, pour faire la synthèse, il y a des gens qui vendent. C'est quand même grâce à ceux qui savent vendre et distribuer qu'il y a de l'argent quand même de l'autre côté, ne l'oublions pas.
Il y a la construction du produit avec sa technologie et sa maîtrise de l'expérience client, hein, du devis jusqu'au sinistre. Et puis, il y a le Le risque. savoir-faire du risque qui souvent, alors tous les acteurs ne sont pas réassurés, hein, on le sait tous, mais voilà à peu près comment il faut comprendre le marché, la chaîne de valeur de l'assurance. Et donc Ça me aujourd'hui, regarde. vous êtes à MGA Ouais, MGA. et il y a une volonté d'aller dans un côté ou dans l'autre? Alors, je parle à un spécialiste de la finance que tu es. On avait des taux négatifs, en tout cas autour de 0 plus. Et donc, il était assez intéressant d'aller chercher de l'argent pour pouvoir devenir assureur. Donc, l'argent était plus facile. On sait tous que quand on est assureur, il y a un enjeu de mobilisation. Il y a des sujets que tu maîtrises mieux que moi en termes de réglementaire, en termes de Bien sûr, ratio, et c'est cetera, tout ce qui est Solvency 2 ouais. et tous ces sujets-là. Donc quand l'argent est plus facile à trouver, on peut aller vers ça, d'abord. Et deuxième point, il est aussi important de maîtriser un autre terme qui est important dans mon assurance, qui est le fameux loss ratio, hein, la sinistralité. Alors cette sinistralité, petit moment didactique, hein, on prend finalement la somme de toutes les primes qui couvrent la partie risque, hein. J'ai pas dit la prime client, j'ai parlé de la prime, ce qu'on appelle souvent Ouais. assureur, hors taxe. Donc ça, c'est ce qui couvre la partie couverture des sinistres. Et ça, c'est donc le dénominateur. Et au numérateur, on met la somme de tous les sinistres ouverts, hein, qu'ils soient déjà décaissés ou provisionnés, bien évidemment, hein. Et c'est tout ça qui permet de faire ce qu'on appelle le S sur P. Et c'est ça aussi qui juge de la maîtrise, quelque part, du bout en bout de la chaîne. Ce n'est pas que vendre, c'est aussi vendre à bon prix, et c'est de savoir aussi gérer à bon escient, voilà, tout ça au milieu de tout ça avec des enjeux de fraude qu'il faut quand même évaluer entre 7 et 10 notamment dans le yard. Et tu as reparlé un peu de la remontée des taux, sur des taux bas, j'ai cru comprendre et tu vas me corriger si j'ai tort, qu'il fallait mieux, avoir un métier de courtier MGA parce que l'argent en banque est mal rémunéré, donc autant pas en avoir et faire du opérationnel. Avec les taux qui remontent, la somme immense que mettent les assureurs en provision pour, assurer les risques, elle est très bien, Rémunéré, ouais. rémunérée. Et donc, est-ce que tu vois, le marché un peu se refaire et les assureurs être moins dépendants de courtiers? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'équilibre des forces? L'équilibre des forces, celui qui met tout le monde d'accord, c'est le combine, c'est le loss ratio, hein, la sinistralité. Après, il y a des vases communicants entre le fait que le client a payé plus cher si la sinistralité est plus importante. Si la sinistralité est plus importante, bien évidemment, ça a des conséquences pour le porteur de risque. Donc, il revient vers son partenaire en expliquant qu'il va falloir se réaligner. Mais finalement, l'intérêt commun, tout le monde se retrouve au même endroit par rapport à la maîtrise de la sinistralité. Parce qu'une sinistralité trop forte veut dire augmentation de tarifs et donc ça a des conséquences pour le client. Une sinistralité trop forte veut dire pour celui qui distribue et gère les produits, d'aller expliquer à Marc qu'il va prendre 20, 30, 40 parce que, il y a eu des inondations pour la troisième fois ou toutes les voitures électriques, c'est quand même moins sympa que ce qu'on imaginait. Donc ça aussi, ça a des conséquences. Et explique peut-être pourquoi c'est moins sympa parce que faut c'est pas au niveau de la transition écologique, mais il y a vraiment un problème mécanique. Enfin, Il y a un problème, qui est en train de devenir, vraiment, structurant, pas juste structurel dans les 2 d'ailleurs, pardon, structurel et structurant dans la voiture électrique. On va prendre, ton véhicule préféré, qui est la Tesla. Hem, c'est une voiture dont le nombre de pièces, alors je ne suis pas spécialiste en construction automobile, mais a été divisé, je crois, par 10, voire même encore peut-être plus significativement, que ça, grâce à des grands systèmes de presse. Je crois qu'il y a une société italienne qui est vraiment un spécialiste mondial de ça, où c'est plusieurs, centaines de tonnes de pression, où là, on avait plusieurs dizaines de pièces dans un seul moule, on presse et hop, on a directement une seule. Donc on comprend bien que dans la structure même de la voiture, si au lieu d'avoir, dans un pare-choc, 10 pièces, quand il y a un problème, bah, on en change une, tout le monde comprend. Si on en a qu'une seule, forcément, ça coûte beaucoup plus cher. Donc il y a déjà, et c'est quelque chose qui est en train de devenir récurrent. C'est-à-dire que pour les constructeurs, ça devient intéressant, mais pour tout ce qui se passe derrière, pour le client, pour le réparateur comme pour l'assureur, la problématique de cette fameuse gigafactory qui permet en gros de faire tout au même endroit et d'optimiser, et le temps de construction et le coût, pose des problèmes, je dirais parce qu'en maintenance, hein, en vie post-vente, donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que comme, 30 à 40 du montant d'une voiture électrique, c'est sa batterie, dès qu'on la touche un petit peu, comme tout ça, c'est moulé, très opaque dans la capacité de changement, bah, quand il y a un sujet, la réponse est souvent on change, voire la voiture, heu, voilà, on la met, entre guillemets «à la poubelle», donc ça a des conséquences tarifaires.
moment didactique, hein. Comment on calcule l'assurance? Soyons clairs, c'est pas très compliqué. À chaque fois, il y a des garanties. Donc je suis garanti, sur mon brise-glace, je suis garanti contre le vol, contre la fuite d'eau, donc OK. Derrière, je regarde la fréquence, donc en fonction, bien sûr, on comprend bien que plus il y a de la fréquence, plus je vais payer et puis après je regarde l'intensité. On peut se dire que, je sais pas, un brise-glace, ça a une intensité quand même un peu plus faible qu'un accident, avec un tiers ou voire même, catastrophe naturelle et cetera. Donc avec, ces garanties, cette intensité, pardon, ces fréquences et intensités, on construit le tarif. Et donc là, on voit bien que ce qui est en train d'arriver avec la voiture électrique, c'est que d'abord, on nous avait promis une fréquence plus faible. Pour le moment, c'est pas démontré. OK. Et de l'autre côté, l'intensité, pour le coup, est clairement plus importante parce que l'exemple très simple que je donnais, qui est un pare-choc, il y a plusieurs pièces, on en change une. Dans ce genre de véhicule, on est obligé de tout changer. On va passer sur, la deuxième partie, même si on a un peu parlé sur les tendances de l'assurance, Mmh. on a un peu parlé via les taux et via le statut d'assureur. Mais, pour toi, c'est quoi les tendances, du secteur d'assurance de biens de demain? Et après, peux-tu nous donner un peu ta vision sur, ce qui s'est passé avec, Luco et ce qui peut se passer sur d'autres acteurs, si tu as envie de les citer un peu, voilà. Ouais. Ça, je pense que ça va être intéressant parce qu'on a une vision très médiatique et parfois avec un peu de recul, comme c'était il y a déjà un peu de temps, on peut en ressortir des choses, peut-être, encore plus Ouais. intéressantes. Tout d'abord, Raphaël Willerm est un homme que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un de compétent, et toujours très facile, de la même façon que beaucoup l'ont encensé avant, certains se sont fait plaisir après. C'est pas du tout, ma façon de faire et humainement, ça me plaît pas. Donc c'est quelqu'un que je respecte et pour ce qu'il a fait. Et Luco a plutôt fait les choses très bien sur le marché. Après, hem je pense que si, Raphaël avait réussi à faire sa série C, il serait, peut-être le Elon Musk de l'insurtech et peut-être que tu n'aurais pas reçu Christophe, mais Raphaël et c'est une histoire de timing des fois, Mmh. voilà. Donc heu, je pense que premier recul, un peu d'humilité, un peu voilà, c'est vrai qu'avec le temps, peut-être que la moquerie ou ceux qui veulent être donneurs de leçons, doivent regarder un peu différemment quand même le contexte plus globalement. Donc, c'est sûr que ce soit Luco, il suffit d'aller sur LinkedIn ou même sur les réseaux, on voit bien ce qui se passe en Allemagne avec WeFox, hein, qui est un acteur qui a dépassé le milliard de levée et qui déclare être plus en situation de solvabilité au mois d'août. Donc, c'est un petit peu gênant. Donc, c'est sûr que ça ne nous aide pas, nous, sur notre marché, en termes de, soyons clairs, de sérieux. On a l'impression qu'on est un peu des dépenseurs de chéquiers, les yeux fermés et avec ma Ferrari de fonction et voilà et je passe mon temps au golf. Enfin, ça va assez vite finalement de dire qu'on est des gens pas sérieux et on sait juste brûler du cash quand tu as quand même quelques éléments, comme ça. Donc le cas Luco, c'est quand même il y a quelques sujets de synchronisation de temps et puis il y a des rachats, c'est vrai, qui avaient été faits et des promesses financières comme on peut l'avoir dans des packs d'actionnaires. Elles ont été faites en espérant faire la série C. Voilà, on connaît le reste de l'histoire. Donc voilà, je dirais qu'il faut être un peu modéré. Il y a à la fois de belles choses qui ont été faites et puis il y a d'autres peut-être choix. Mais c'est vrai Heu, qu'on aurait eu toujours des taux bas, on aurait eu une année 2023 comme 2022, ils auraient réussi à s'arrêter et et en on n'en fait, parle on plus. aurait on Voilà. aurait dit, l'inverse et c'est vrai que comment des situations macro peuvent impacter, même la vision qu'on a d'une société, d'un entrepreneur, alors qu'au final, ça aurait pu se passer bien autrement avec la même stratégie. Voilà. Après, peut-être que, si on veut modérer, être, objectif dans le propos, quand tu prends des engagements, de dette quand même assez structurantes, quand tu prends des engagements de rachat avec des deadlines de paiement, hein, des actions, bon, c'est sûr que d'un seul, tu On se met la prends pression. beaucoup sur le dos. Donc là, c'est une très forte confiance dans le futur. Je crois que ça fait partie aussi du risque des entrepreneurs et on sait tous que si tous les projets d'entrepreneurs, sortaient, je dirais jusqu'au bout de l'histoire, ça se rappelle plus, on serait plus entrepreneur quelque part. Donc je pense que ça fait aussi partie de ça. Par rapport à ta question sur le marché de l'assurance, ben, on en a parlé. Il y a un vrai premier sujet, c'est qu'on est confronté, le monde de l'assurance de biens est en train de connaître quelque chose comme elle n'a jamais connu. Là, on est en Est-ce que plein juste bouleversement. explique, de bien, c'est en opposition à Santé, l'assurance santé? Voilà, heu, l'assurance de personnes, hein, et l'assurance, de biens, OK, pour faire simple. Donc la mutuelle, la prévoyance d'un côté et de l'autre, la toujours. voiture, la maison et le vélo, quoi, pour faire simple, hein. Hem, donc je ne vais pas parler de la mutualité prévoyance parce que je n'y connais rien, donc c'est pas moi qui vais rentrer sur le sujet. Surtout à ton Hem, âge, à mon âge, ouais, c'est vrai que pour les mutuelles, pour les jeunes étudiants que tu es, voilà et il est taquin. Ça démarre, c'est le fight. Mais par rapport à ça,
Un, le marché va connaître une révolution dingue. C'est-à-dire le fait que la catastrophe climatique, c'est pas, que, une discussion, peut-être gouvernementale ou autre. Là, ça touche les citoyens, hein, vraiment. Le fait que je vais donner un exemple très concret. Nos clients dans le nord de la France, on n'a même pas le temps de faire venir l'expert, qu'il reprenait 1 mètre d'eau, ça redescendait et 1 mètre d'eau, quoi. Donc en 6 semaines, prendre 3 fois chez soi 1 mètre d'eau, il y a forcément un petit souci, hein. Alors, des catastrophes naturelles, on en a connu. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la fréquence qui est plus importante L'intensité. et l'intensité. Donc, quand on augmente la fréquence, l'intensité, ça veut dire quoi? Un client d'un certain lieu en France fait une contribution de 400-500 euros, peut-être un peu plus pour sa maison, et il vient réclamer 4 000 5 000 euros tous les 2-3 semaines. Bon, on comprend qu'il y a un petit souci. Et suivant les statistiques, aujourd'hui, on parle de plusieurs millions de foyers français qui, alors à 2050, 2040, je ne suis pas expert climatique, mais enfin, on comprend bien qu'il y a à la fois cette fréquence et puis surtout le nombre. Et donc, là où jusque-là, finalement, le modèle était un modèle collectif, donc il y avait des endroits où il y avait moins et d'autres où il y avait plus, donc ça équilibrait. Le problème, c'est que là, on n'arrive plus à équilibrer, hein, et c'est tellement vrai que c'est un vrai sujet gouvernemental, sociétal. On avait vu le rapport, notamment de Sandrine Rousseau, il y a à peu près 1 an, qui parlait des argiles, les fameux gonflements et cetera, de ce qui se passait notamment dans le sud, dans le sud-est, couloir rhodanien et aussi un peu le nord. On voit bien que là est sorti le fameux rapport sur, les fonds de garantie climatique qui, sont mis à genoux, presque à mi-année. Donc voilà, il y a un premier sujet de bien qui est: comment on va continuer en France à assurer? Au UK, on a augmenté l'assurance habitation de 30 à 40 en 2024, 60 aux US. Et on va peut-être arriver dans un monde où ça va être un peu moins mutualisé, où on peut payer une assurance habitation dans une zone safe 100 € par mois, voire un peu moins, et dans une zone, avec de l'argile, près de 500-600 € par mois d'ici une décennie parce qu'on aura jugé que c'est ça? Beaucoup plus. Beaucoup plus? Je pense que là, il nous faut un peu plus de temps Ouais. pour discuter. Et il faut que je te mette à les pattes tout à l'heure, donc on va peut-être pas avoir le temps de répondre. Mais euh, c'est plus que ça. C'est ça le problème de fond. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste en train de se dire 200 € côté, 500 € d'un côté. Non, ça va être 200 € d'un côté et 3000 de l'autre. Donc là, on est en train de faire exploser. Et qu'est-ce qui se passe? Comme les marchés, notamment américains, par exemple, on a tous vu des vidéos en Louisiane où on Mmh. voit de l'eau à perte de vue, on a l'impression que c'est une mer, quoi, alors que c'est quand même des gens qui habitent. C'est des endroits où les gens n'achètent même plus l'assurance. C'est même plus la peine de payer. D'ailleurs, personne ne veut assurer. Et quand on met l'assurance, c'est des sommes pharaoniques. Et donc ça va, enfin, entre l'augmentation du prix de l'assurance, à dire à venir dans certaines zones, l'augmentation des prix de l'électricité, heu, il va y avoir quand même des problèmes, C'est pour ça que je dis qu'on importants. on est dans un virage clé, OK. comme on n'a jamais connu dans le monde de l'assurance de biens, qui est à la fois lié à ces aspects catastrophes et à la fois le fait qu'on veuille aller très vite, et on peut le comprendre sur l'électrique, mais avec les conséquences qu'on expliquait tout à l'heure, qui est en train de démontrer que la sinistralité, donc le coût de réparation, appelons ça simplement comme ça, est beaucoup plus significatif sur l'électrique. Donc pour répondre à ta question, demain, si on veut être factuel, on est bon pour 10 ans devant nous à être augmenté tous les ans. Voilà. OK. Quand on a une boîte, enfin, toi, tu as connu, une petite société où vous étiez 2 au lancement, à une boîte où aujourd'hui vous êtes près de 130, Exactement. 140. Heu, Ton rôle, il a évolué comment et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, à part faire, des vidéos, sur Avec Max. internet? Ce qui est pas facile, C'est 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 long. pas facile. Hem, je crois que comme tout le monde, quand on est 2, comme tu l'as connu, comme toute personne qui se lance, le boulanger, le plombier, enfin voilà. On est, enfin, ouais, j'allais dire au four à moulin, c'est une mauvaise blague, mais on voit bien qu'on doit avoir une capacité, très large, un enjeu de résilience pour, répondre à tout ce qui peut se présenter, et on le fait quand même beaucoup par soi-même, hein. Donc on a un enjeu très opérationnel, très hands-on, entre guillemets, les mains, au quotidien. Ce qu'on voit, c'est qu'on essaye, au fur et à mesure, de s'entourer, de gens qui sont capables plutôt de faire fonctionner ce que les fondateurs ont créé. C'est-à-dire qu'on a démontré un modèle, ce modèle a l'air de marcher, alors quelque part, je dirais, on passe la main à des gens qui sont compétents, qui ont une énergie. J'ouvre une parenthèse. Moi, je trouve que dans une jeune entreprise, il y a un peu, j'essaye d'inculquer les 2 cerveaux. Je crois beaucoup à l'animalité,
cet aspect de résilience, d'adaptabilité. On est un peu, alors je ne vais pas utiliser les termes de guerre, ça serait malvenu dans le contexte actuel, mais il y a quand même cette notion de, on est sur un marché, on va être un leader, donc il faut être un peu combattant, faut avoir un sentiment de survie, c'est nécessaire. Mmh. Et de l'autre, aujourd'hui, grâce aux statistiques, grâce à tout le digital, on peut faire quand même, on peut avancer de manière très éclairée, de manière assez sécurisée, dérisquée par rapport aux statistiques. Donc, quand on avance, faut bien penser toujours à ça. Il y a à la fois des choses cartésiennes, et puis il y a cette petite part Qui est nécessaire dans toutes les startups, ouais. d'animalité Ouais. où tout le monde pourrait avoir les mêmes outils, ils ne feront pas les mêmes résultats. Heureusement, hein. Et ça joue quand même beaucoup, je pense, dans l'état d'esprit, dans la façon dont on inculque, je dirais, l'ADN. Et ce qui est compliqué, c'est que donc il y a une étape où entre guillemets, on transmet ce qu'on pense marcher. Il faut le faire pas que opérationnellement, il faut aussi le faire avec l'ADN de l'entreprise. Ça, malheureusement, c'est assez facile de perdre son ADN. Après, il y a une étape où le CEO et les fondateurs peut-être sont plus qu'à 60% dans l'opérationnel et 40%. Je pense qu'on a un rôle très important pour moi qui est vraiment l'enjeu du thermomètre. On a quand même vécu, allez, de 2012 à 2022, une période, appelons-la, assez linéaire, face aux levées de fonds, l'argent disponible, et cetera. Et là, 2023, on a vécu, un 1 sur les années précédentes, et on voit bien que c'est quand même assez violent. Il suffit de voir les levées de fonds, la vision des valos, plus de top line que la bottom line. Enfin, il y a quand même des choses qui sont assez radicales. Et les fondateurs, les CEO, doivent être un peu le thermomètre de l'entreprise, avoir cette capacité, grâce au fait d'avoir des relais et des gens qui savent faire fonctionner la boîte, d'avoir du temps, parce que appelons ça quand même, pour discuter avec toi, discuter avec d'autres acteurs du marché, avec des banquiers, pour essayer d'anticiper un virage comme celui-là. Et je crois que ce qui est important dans notre rôle, quand tout va bien, j'ai envie de dire, on ne sert à rien, soyons clairs. Et nous, à 130, il y a plein de choses, heureusement, dans lesquelles je suis ni plus compétent, ni ça sert à rien, après ce que je donne mon avis. Alors que dans les difficultés, le recul, l'ADN et surtout le fait de regarder ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qu'on se dit souvent, hein, moi, ce que je dis à mes collègues, au-delà de faire son travail au quotidien, on a tous intérêt à se benchmarker. Donc donc tu regardes beaucoup ce qui se passe à l'extérieur, donc tu vas pouvoir nous éclairer En sur, pas mal de en sujets, je crois que tout le monde peut le faire, qu'on soit, au service client, à traiter, je dirais son portefeuille client, qu'on soit expert en sinistre, qu'on soit développeur, qu'on soit CEO, tout ce que tu veux. Je crois que ça fait partie, nécessaire je dirais, de son équilibre professionnel et de s'éclater dans son quotidien pour pouvoir à la fois, être impactant, ce qui est quand même le propre d'une start-up, une jeune entreprise. Je pense que ce que cherchent nos collègues, les tiens comme les miens, ils viennent quand même chercher, non pas d'être forcément un grand groupe, c'est d'autres avantages. Moi, je ne juge même pas, c'est pas le sujet. Mais je pense qu'ils viennent en se disant: «Je vais être impactant». On va voir les chiffres, on va voir, voilà. De l'autre côté, tout le monde peut s'ouvrir et on évite de faire des bêtises, je pense. En tout cas, on peut prendre des décisions, mais parce qu'on a vu que le concurrent a choisi tel produit. Par exemple, quand on choisit, je sais pas, des produits de paiement, quand on choisit tout un ensemble de choses. Quand on a choisi Cryptown, on est allé regarder dehors. C'est logique. On n'a pas le droit de fermer les yeux quand on fait des bien sûr. choix structurants et tout le monde peut le faire. C'est pas que, entre guillemets, «la chance» du CEO. Sur les nouvelles un peu plus légères, Ouais. en 1er avril, il me semble que la carte verte a été digitalisée. Mais il me semble que tu n'es pas pour rien dans cela. Est-ce que tu peux revenir sur cela et pourquoi c'est un combat important? Parce que c'est vrai que ça simplifie la vie de tout le monde, mais Ouais. voilà, derrière, on ne se rend pas compte des enjeux. Enfin, on a tous vu la nouvelle. On a peut-être enlevé le petit truc, sur sa voiture, mais Bah, qu'est-ce oui. Alors c'est sûr que si je dis que c'est grâce à moi, je vais me faire huer et ça serait manquer beaucoup d'humilité, ouais, ce qui est pas les ce que tu habitudes fais devant le en client. dehors de la caméra, mais comme tu es Voilà, dans la voilà. vidéo, OK. Je suis obligé de dire que je suis humble devant Ouais, une ouais, caméra. toujours. Autrement, je dois montrer qui je suis en vrai, le boulard qui m'a dit. Mais je pense qu'on doit pouvoir retrouver sur les réseaux en 2021 ou 22. On est avec des vélos, des affiches. On est au pied de chez Bruno Le Maire avec nos petits vélos et nos affiches sur la suppression de la carte verte. À l'époque, c'était tout ce qui est vert n'est pas bon pour la planète. C'était ce qu'on avait mis comme leitmotiv sur nos affiches. Je remercie bien évidemment les gens qui nous recevaient tous les trimestres côté Bercy pour nous écouter, essayer de comprendre, etc., ce qu'on était en train de faire. Et ce qu'on était en train de faire, c'est de dire il faut qu'on lance le début du digital.
L'assurance, jusque-là, n'a jamais été digitalisée. C'est pas parce qu'on met un produit d'assurance sur un site internet qu'on est digital. C'est pas vrai. Le digital, c'est mettre les technologies au service du client et l'expérience. Et donc, cette première étape, qui est le fameux fichier FVA, donc depuis le 1er janvier 2019, il y a un fichier qui s'appelle le FVA, le fichier des véhicules assurés, qui oblige les assureurs à mettre à jour toutes les bases de véhicules assurés rattachées dans cette base commune. Donc, c'est Parce vraiment... qu'avant, c'était comment? Avant, ça n'existait pas. Il y avait rien. Il n'y avait rien. La particularité du monde de l'assurance, si on regarde le monde des télécoms, le monde de la finance et de la banque, c'est des mondes qui sont en permanence interconnectés. Je veux dire, vu l'argent que tu me dois, heureusement que c'est interconnecté pour qu'on s'en souvienne. Heureusement que quand tu m'appelles avec ton vieux téléphone Nokia 3270, il y a Je encore tombe des sur télécoms. ton iPhone en or, Voilà, c'est ça. OK. Et, et con. Derrière ça, euh, au moment où on parle d'assurance, l'assurance, chaque assureur est un peu dans son monde. Ouais. Il fait ses produits, il se réassure après, mais c'est pas interconnecté, c'est pas vrai, c'est pas temps réel. Et au moment où on va faire ça, c'est-à-dire qu'il faut déjà pousser des informations tous les 24 heures, pour faire simple. Et pour le moment, ça va parce que c'est que du push. Alors que quand on est interconnecté, on est normalement full duplex. On est dans les deux sens. Je te donne de l'argent, tu m'en prêtes, enfin, etc. etc. Hein, donc, la carte, suppression de cette carte, qui est un geste quand même pour l'environnement. Accessoirement, on était français plutôt has-been, puisqu'on était dans les 3 derniers pays européens encore à avoir cette matérialité. Donc, c'est quand même assez dépassé par rapport à ça. Mais c'est surtout qu'on voit bien qu'on débute quelque chose qui est vers cette centralisation, qui est vers cette uniformisation et l'obligation, enfin, des assureurs de se parler et surtout, enfin, de simplifier un peu un processus côté client. Hein. C'est-à-dire ne Oui. plus avoir besoin de se dire est-ce que je l'ai mise, pas mise, est-ce que je l'ai reçue. Ce qui se passe maintenant, c'est que les forces de l'ordre ont accès à ce FVA. Demain, soyons clairs que quand on passera au péage, on aura aussi, bien évidemment, Check. le check d'identification. Et quand on sortira de son parking de Carrefour, on aura aussi son identification. Hein, donc, il y a de la simplicité pour le citoyen, clair, c'est nécessaire. Il y a un impact quand même environnemental, parce que c'est quand même du papier épais, on envoie des courriers, etc. Donc, il y a quand même, c'est quand même Et logique. pour tes équipes aussi, parce que j'imagine que ça te prenait du temps à envoyer tous ces Et après, il y a tout un enjeu ouais, de donc logistique. finalement, c'est Nous, plus on efficient. milite Ouais, pour ouais. que l'argent que tout le monde a gagné, elle soit redonnée. Alors, j'ai un petit peu de mal à avoir du monde avec moi, mais c'est aussi ça. C'est-à-dire que Donc c'est l'économie coule quelques euros, sur ouais, voilà, on sur arrive ces à redonner ça, 30, OK. 35 000. Alors, Super. ouais, ça va être, c'est moins de 100 millions, mais C'est plus. voilà, Oui. c'est beaucoup d'argent. Donc, que tout le monde redonne, pourquoi pas, au fond de garantie par rapport à ça. Donc, voilà. Donc, cette OK. suppression de carte verte, c'est un combat logique pour un acteur full mobile et qui veut montrer que le digital, la technologie, va apporter des choses dans le quotidien et essayer de maintenir un équilibre financier dans l'intérêt des parties. Et ça me fait penser, donc là, on a parlé un peu de la numérisation de ces fichiers, de l'interconnexion entre les assureurs. Il y a FIDA, le règlement européen, qui arrive. Juste pour expliquer, donc, DSP2, qui a été, voté il y a quelques années, a fait de l'open banking, donc a permis, on peut connecter ses comptes bancaires, à des applications pour avoir de la donnée. FIDA, c'est un peu la suite qui fait la même chose, mais pour plein d'autres domaines, dont l'assurance. Toi, qu'est-ce que tu en penses de FIDA? Et tu t'attends à quoi comme cas d'usage? Et ça peut servir à quoi concrètement? Je crois qu'il faut aller jusqu'au bout pour ceux qui s'en souviennent, alors c'est vrai que tu étais pas encore né, mais en 2007, je crois, en mai 2007, il y a J'étais eu en France, en primaire. ouais, tu étais en primaire et en mai 2007, il y a eu l'ouverture, la portabilité télécom. C'est-à-dire que jusque-là, quand on changeait d'opérateur, on devait changer de numéro et à partir de mai, je crois que c'est mai 2007, les compétents vérifieront, on n'avait plus besoin de changer de numéro. Donc on gardait son numéro et on changeait d'opérateur et c'était grâce à cette plateforme de portabilité. Donc on a donné une liberté, une autonomie complète, aux clients, télécoms. Là où on a commencé à faire un premier pas avec le FVA, donc ce fichier véhicule assuré ou à centraliser, FIDA, on doit aller jusqu'au bout dans le profil assuré. Être obligé de demander, son fameux relevé d'information, Mmh. son coefficient de bonus-malus et sa sinistralité à son assureur, au nom de quoi finalement? C'est moi, c'est mon profil. Alors c'est lui peut-être c'est peut-être l'assureur, ou l'assuré ou MGA qui constate
que j'ai eu un sinistre, responsable, pas responsable, tout ça, ça c'est évident. Mais ça m'appartient au final. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est plutôt appartient à l'assureur et un peu, voilà. Donc nous, ce que l'on dit, c'est que demain, je dois être capable, sur une plateforme, de rentrer mon nom, mon prénom, mon âge, ma plaque d'immatriculation, et c'est terminé. Et j'ai plus besoin de demander à qui que ce Ouais. soit l'autorisation. Donc c'est mon profil. Comme aujourd'hui, d'ailleurs, le FVA, je peux y accéder, hein, avec ma plaque d'immatriculation, on sait si un véhicule est assuré ou pas. Demain, pour moi, la FIDA, c'est deuxième étape de ce début de digitalisation, qui est plutôt pour le moment de la numérisation. Deuxième étape, c'est l'autonomie de son profil assuré. Et cette troisième étape, c'est bien sûr de le rendre accessible pour faciliter à la fois de la data. Alors, on peut l'anonymiser. Il y a plein de choses qui sont aussi intéressantes statistiquement. Et je crois que avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le futur de l'assurance, avec cette évolution climatique, l'impact de l'électrique, intensité, fréquence, etc., peut-être que là où les assureurs voulaient garder précieusement ces statistiques juste pour les analyser pour eux, peut-être que ce qui est en train de se passer est tellement gigantesque, va tellement toucher tout le monde, peut-être qu'il vaut mieux penser collectif que individuel dans l'intérêt des citoyens. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont considéré pendant longtemps que les assurances, c'était un peu une sorte d'impôt, ils payaient, ils voyaient pas et c'était très administratif. Donc toi, ta vision, c'est complètement changer ça. On paye pour un service, pour un support client, que ce soit facile et à essayer d'amener en plus des services ajoutés. Aujourd'hui, en termes de state of the art de l'expérience client, et cetera, que ce soit, j'en sais rien, chez Deezer ou chez Netflix, ce qu'on fait tous aujourd'hui, on crée un profil souscripteur, on a un mail, un mot de passe et puis derrière, on met des profils. Alors on peut, être un couple recomposé, on peut rajouter les enfants de son compagnon ou de sa compagne, mais finalement, c'est comme ça qu'on voit les choses et puis après chacun vient, consommer, ses films et puis avec intelligence, on vient lui proposer un documentaire complémentaire, et cetera. L'assurance de demain, la tribu, le foyer recomposé, c'est exactement ça. Il y a un souscripteur, derrière, il y a une famille, donc on rentre ses profils et puis il y a une voiture et puis il y a un scooter, il y a un vélo, il y a un chien Téléphone. et face à ça, il y a aussi bien sûr des smartphones et face à ça, on doit être capable, de manière très simple, j'active la conduite accompagnée pour mon enfant et bien intelligemment, comme on a rentré tous les profils, je génère automatiquement l'ARC scolaire pour cet enfant. Puisque bien évidemment, voilà, donc au fur et à mesure où j'enrichis, donc qu'est-ce qu'on est en train de voir? C'est qu'à la fois, on voit bien que l'enjeu pour l'assurance, pour la continuité dans l'intérêt de l'assureur et du citoyen, c'est d'aller faire de la mutualisation. Deuxièmement, c'est que les technologies permettent d'avoir cette expérience aussi simplifiée que celle que je viens d'expliquer, qui nous semble tous normale, ici, même ceux derrière la caméra qui dorment. Ils ont l'habitude, même eux aussi, d'utiliser, de la musique et de regarder les films. Surtout, ouais. Surtout Surtout, eux, ouais. pendant qu'on parle mais au-delà de ça, c'est cette étape-là qu'il faut être capable de franchir dans ce futur de l'assurance. C'est vraiment de simplifier. Là où on disait assureur-voleur, hein, pour faire simple, heu, passer d'un modèle de commodité, l'assurance est le seul bien sur mon compte bancaire tous les mois dans lequel je suis prélevé et j'ai pas d'usage. On pourrait peut-être faire un petit concours, mais quelle est la ligne bancaire? Je mange, je bois, je fais la fête, je paye les impôts, machin, enfin, même les impôts, je roule, il y a quand même faut bien payer les routes et cetera. L'assurance me donne l'impression que, Si j'ai pas de sinistre, je ben, paye dans voilà, je ouais. paye pour rien et donc tout l'enjeu, c'est de passer ce modèle de commodité à cet enjeu serviciel et plutôt que d'éviter d'exister, je pense que dans ce qui est en train de se passer pour les 5 à 10 prochaines années, il vaut mieux être dans cette dimension servicielle et il vaut mieux être accompagnant et faire partie de la vie. On annoncera, à la rentrée de septembre, on va dépasser le millionième téléchargement, d'accord? Donc plus d'1 million de téléphones ont téléchargé Il y en a au moins combien une que tu as fait fois. toi en boucle sur ce Ah, délire? j'ai dû en faire au moins 352 OK. 752 donc Waouh. ça voilà, ça C'est en déjà pas 5 mal. ans, d'ailleurs, je regarde bien, c'est abîmé. C'est ton rôle Ça principal en CEO voilà, aujourd'hui. c'est faire des faux téléchargements C'est et puis ma famille, les cousins de Bretagne et tout, ça, c'est important. les 150, Grande famille, grande famille. Donc ça montre bien que ce qu'on cherche à faire, c'est plutôt, d'y amener, non pas un regard d'exclusion au sens, l'assurance veut surtout pas et nous on veut surtout pas que tu nous appelles, mais plutôt de montrer que, je pars en vacances, l'état de mes pneus, mon assureur en prenant des photos m'explique si mes pneus sont en bon état, pas bon état. mmh. Je suis quelqu'un un peu privilégié de la vie, j'ai la chance d'aller au sport d'hiver. Je lui explique comment, on va pouvoir me prendre en assistance et cetera et cetera. Donc ce qu'on cherche à faire vraiment, c'est montrer que l'assurance, c'est avant tout un sujet pour toute la famille et que ça a du sens que ma compagne, son fils, ont intérêt à avoir les Care sur leur téléphone et montrer que dans le quotidien,
Je suis plutôt quelque chose qui a de la valeur sur des contributions, des avis, exactement comme, on me recommande une musique, on me recommande, un film. On va parler maintenant du futur d'Eloca, même si on a déjà un peu parlé avec FIDA et cetera, mais est-ce qu'il y a des, prochains produits qui vont arriver, avec des offres qui peuvent se complémenter avec de l'assurance emprunteur, que tout le monde adore payer chaque mois, la prévoyance, peut-être autre chose? Et je sais, que tu m'avais parlé il y a quelque temps d'un produit unique qui engloberait, tout. On en est où dans ça? Alors, on va répondre très vite sur tout ce qui est l'assurance, prévoyance, emprunteur et cetera. Nous, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est pour nous, parce que le problème de ces produits, c'est qu'il y a pas d'interaction. C'est-à-dire que quand on regarde ce produit en disant: «Bon, qu'est-ce qu'on Ouais. va raconter sur l'emprunteur qui va faire que tu aies envie d'ouvrir ton application tous les mois?» C'est un peu plus compliqué. Ton vélo, ton chien, enfin voilà, nous, notre sélecteur, notre filtre, hein, c'est de regarder, en quoi on peut y accéder du service et le rendre consommable. Donc ça, c'est pas pour nous, clairement. Je répondrai bien sûr pas la même chose sur le monde de la mutuelle, en tout cas sur le monde de l'assurance santé, puisque ça a le propre des remboursements et ce genre de choses. Maintenant, il est vrai que c'est quand même un autre métier, la gestion des remboursements et cetera, c'est vraiment un autre métier. Mais si je devais répondre à ta question, assez largement, si on doit évoluer un jour, ce sera plus vers la santé Parce que qu'il y a vers la plein prévoyance, d'interactions voilà, et parce que là, on voit bien qu'il y a des intérêts, convergents, d'exister dans la poche, dans le mobile de son assuré. Sur, ce que tu évoques sur le produit commun. Alors d'abord, on est quand même dans une profession régulée, hein, donc il y a la fameuse ACPR, qui détermine tout un ensemble de choses, et pour faire simple, aujourd'hui en France, derrière un bien, il y a un contrat, un souscripteur, éventuellement quelques règles et un payeur. Ça fait simple, mais c'est quand même un peu comme ça que ça a été construit. Nous, bien évidemment, tu l'as compris, nous on a construit autour de celui qui est au bout, le souscripteur. D'ailleurs, l'identifiant unique d'un client Léocare, c'est son téléphone mobile, hein, donc ça montre bien comment on l'a construit. Puis après, il y a des utilisateurs et après, il y a des biens. Donc, réglementairement parlant, aujourd'hui, on ne nous autorisera pas à avoir une seule RC qui serait mutualisée, au service civil, pour la voiture, pour la maison, et cetera. Donc, on a besoin d'avoir un contrat avec une bien RC, et sûr. cetera, un contrat, et cetera. Par contre, l'étape dans lequel on est, c'est qu'au moins dans l'expérience client, on a l'impression d'avoir un seul. Mais réglementairement Oui, parlant, on en a plusieurs. Voilà, très donc clair. certainement, peut-être qu'avec ce qui se passe, ces enjeux économiques, d'établir le modèle, il faut savoir qu'il y a une particularité, la France est le pays, peut-être le seul pays au monde, mais en tout cas en Europe, c'est sûr, au faire que sa responsabilité civile d'un individu dans son contrat, elle est illimitée. Ça veut dire que je shoote un train, ce train, il est rempli d'acide, il remplit la Seine, blablabla, blablabla, ben, toute l'histoire, l'assureur paye. Alors que dans d'autres Avec les pays, assureurs et et cetera, cetera. Alors que dans d'autres pays, qui payent. un mort, c'est tant, un accident de ce type, c'est tant, donc tout est OK. plutôt plafonné. Donc peut-être aussi, bah, ouais, peut-être un sujet, peut-être que cette vision, qui était certainement une vision peut-être d'une autre époque ou vision très mutualiste ou peut-être une vision, c'est très sociale sur cette illimité par rapport à un accident, de fait Et de ça, c'est fixé où? C'est vrai que c'est alors dans ça c'est j'étais je pense, je suis pas sûr, je crois que j'étais pas né quand ça a été fixé, ah oui, donc donc c'est c'est sur pas très vieux. très, très, très longtemps. C'était le siècle d'avant. C'était le Tu siècle tu as tu as d'avant. raison, voilà. Ouais. Et mais peut-être ça peut être une discussion, hein, de faire évoluer ça pour permettre peut-être qu'en baissant cet enjeu de RC, on Oui. aura peut-être aussi à trouver d'autres, Bah, mécaniquement, tu rajoutes équilibres, une intensité max, et surtout peut-être la voilà. distribution, les tail risques. Mmh. OK, donc ça, c'est un enjeu pour toi. C'est quoi les perspectives, de développement Léocare en termes de clients, de risques sur le domaine Yard, et la vision à 5 ans? Ouais. Aujourd'hui donc à peu près notre best, month, c'était à peu près 5,2 000 5,3 000 d'acquisition. Donc De aujourd'hui, prime en euros, hein, pas de de clients. prime en euros, par, nouvelle prime en euros Oui, annuelle par mois. Heu Comme on l'a expliqué en introduction, on va être rentable. Donc cette rentabilité, elle a des conséquences, clairement. C'est-à-dire, c'est aussi la courbe avec laquelle on fait la croissance, hein, parce qu'une acquisition, il n'y a pas que l'acquisition en elle-même, on est une marque B2C, donc il y a tout l'enjeu, une campagne TV impactante, qui impacte la marque. Ça se voit tout de suite sur Google, et cetera. Il faut compter entre 1 000 000 et 1,5 million, hein. Ça, c'est une campagne juste de branding. Je ne parle pas après de performance où on fait du CPA, et cetera, et cetera. mmh, Donc, bien évidemment, dans un contexte comme le nôtre où ce qu'on cherche, c'est pas forcément avoir le branding le plus important, mais d'avoir la bottom line la plus rapide.
on est dans des enjeux de paliers de croissance différents. Donc à 5 ans, ce qu'on cherche à faire, c'est donc être autonome financièrement, comme on se l'est dit en introduction, et pour permettre finalement de remettre les gaz, si je peux m'exprimer ainsi, dans cette croissance. Deuxièmement, de démontrer que l'approche que l'on a, qui est beaucoup plus tournée utilisateur de biens dans un foyer, devient la norme, comme on a connu la norme du triple play. Hein, quand je suis né, le téléphone, on mettait le doigt dans les cadrans. Je sais que tu ne sais pas ce que c'est, mais c'était comme un téléphone, on payait la télé de l'autre côté, etc. Puis le triple play est arrivé grâce à l'IP. L'avenir de l'assurance, la vision de l'assurance vue du foyer, dans sa simplicité, dans l'usage, dans le fait de payer aussi au bon prix, doit devenir la norme. Des statistiques très simples. On est entre moins 15 et moins 17% de volume, du nombre de kilomètres par an par voiture en France, depuis qu'on a, avant et après le Covid. Okay. Le télétravail à 2 jours, 3 jours par semaine fait qu'on est plus souvent présent dans la maison. Donc ça veut dire quoi ? Il y a moins de risques. Donc il se passe aussi un certain nombre de choses. Moins de risques, électriques plus en société. Donc il y a toujours pas mal d'équilibre et de paramètres. Donc le deuxième, c'est comment évolue l'usage et est-ce que le triple play de l'assurance est vraiment la réponse attendue par les citoyens. Et le troisième sujet, qui est quand même important dans tout ça, c'est que y a les technologies. Les technologies, ça a du bien pour essayer d'être plus réactif avec ses clients. On pense à l'IA dans la relation client. Il y a aussi quand même autour des enjeux de fraude. Il y a aussi des nouveaux risques. On voit bien que la cybersécurité, à la fois, c'est une évidence, et de l'autre, on voit bien qu'il y a encore du mal à aligner les garanties cybersécurité et les garanties qu'attend une entreprise. Mais globalement, on voit bien qu'il y a des nouveaux risques, et c'est ça aussi auquel il faut être capable de répondre. Donc la profitabilité pour la croissance, être la norme, la référence en termes d'assurance finalement à la mode 10 heures d'usage, et troisièmement, d'être en phase avec sa société à la fois dans les nouveaux risques et dans l'usage des technologies. L'IA, c'est sympa, mais on peut faire des trucs assez incroyables aussi pour simuler un sinistre. Donc certainement que le monde de l'assurance va être aussi touché par la fraude de manière plus significative dans les prochaines années. Et là, vous avez des stats aujourd'hui à votre niveau ? Alors, nous déjà, ce que l'on fait, c'est que quand il y a un sinistre, on ne peut pas télécharger une pièce. On est obligé de la prendre en photo. C'est-à-dire qu'on peut pas juste prendre une photo d'une voiture magnifiquement générée par un moteur d'IA. On est quand même obligé de prendre. On peut faire un fond vert et faire un joli studio. Mais complexe. Voilà. Mais franchement, ça va devenir un vrai. On va rajouter des étapes pour essayer de faire en sorte que ce soit OK. Ça va devenir impactant. Super, génial. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions qu'on avait eues. Qu'on avait reçues. Ouais. Merci en tout cas beaucoup à ceux qui ont investi dans les OKR grâce à la plateforme. Très heureux aussi que certains soient sortis et matérialiser la valeur qui a été créée. C'était le but. Et merci à ceux de nous avoir posé des questions, même si ce moment avec toi a été un peu long, mais voilà, je t'apprécie quand même. Merci à tous. Merci.